Le vent dans les saules de Kenneth Grahame. Chapitre 11. Comme un orage d'été viennent ses larmes. Lecture par Christophe Tabar. Rat tendit une petite patte brune, saisit solidement Crapaud par la peau de la nuque, fit un gros effort pour la mener à lui. Tout imbibé d'eau, Crapaud passa lentement mais sûrement par-dessus le bord du trou et se retrouva sain et sauf dans l'antichambre, couvert de boue et d'herbe, cela est sûr, ruisselant, mais heureux et plein de courage comme par le passé, maintenant qu'il se retrouvait dans la maison d'un ami. Que c'en était fini des ruses et des évasions, qu'il pouvait se débarrasser d'un déguisement indigne de sa situation, l'obligeant à jouer un personnage qui n'était pas le sien. « Oh, raton !» s'écria-t-il. « Je suis passé par de tels ennuis depuis que je ne t'ai vu. Tu ne peux pas savoir. Tant d'épreuves, tant de souffrances, endurées avec vaillance. Ensuite, des évasions, des déguisements, des stratagèmes, tout cela si intelligemment combiné et exécuté. J'ai été en prison. J'en suis sorti, naturellement. J'ai été précipité dans un canal. J'ai nagé jusqu'au rivage. J'ai volé un cheval. Je l'ai vendu pour beaucoup d'argent. J'ai roulé tout le monde. J'ai fait faire aux gens exactement ce que je voulais leur voir faire. Oh, je suis un intelligent crapaud, pas d'erreur. Que penses-tu de mon dernier exploit? Attends un peu que je te raconte. Crapaud, dit Rat sur un ton grave et ferme, tu vas tout de suite monter au premier, tu vas retirer ces vieux haillons de coton qui ont l'air d'avoir appartenu à quelques blanchisseuses et te laver à fond. Mets des vêtements à moi et descends quand tu ressembleras à un gentleman, si tu peux. Car de ma vie, je n'ai posé les yeux sur un objet aussi repoussant, dépenaillé que toi, et ayant plus mauvais genre. Allons, cesse de te vanter et de discuter, hors d'ici. Un peu plus tard, il faudra que je te parle. Crapaud aurait eu tendance à rester et à lui répondre. On lui avait assez donné d'ordre pendant son séjour en prison, et voilà que ça recommençait apparemment. Et de la part de Rat, par-dessus le marché. Cependant, après s'être aperçu dans la glace au-dessus du porte-manteau, avec ce bonnet noir en loques qui lui tombait sur l'œil d'un air coquin, il changea d'avis et monta rapidement, très gêné, dans le cabinet de toilette de Raton. Là, il se lava à fond, se brossa, changea de vêtements et resta un bon moment devant le miroir à se contempler avec plaisir et fierté. Ce que tous ces gens pouvaient être idiots de l'avoir pris même un instant pour une blanchisseuse. Lorsqu'il redescendit, le déjeuner était servi, ce qui combla Crapaud d'aise, car il avait traversé pas mal d'épreuves et avait pris beaucoup d'exercices depuis l'excellent petit déjeuner servi par le bohémien. Pendant le repas, Crapaud raconta toutes ses aventures en insistant principalement sur l'intelligence dont il avait fait preuve, sur sa présence d'esprit dans les cas d'urgence, sa malice dans les moments difficiles. Il faisait plutôt ressortir qu'il avait vécu une expérience amusante et pleine de pittoresque. Mais plus il parlait et se vantait, plus Rat se faisait sérieux et silencieux. Quand à la fin Crapaud marqua une pause, il y eut un court silence, puis Rat s'exprima ainsi. « Maintenant, Crapaud, je ne veux pas te faire de peine après les ennuis par où tu es passé, mais sérieusement, tu ne vois donc pas à quel point tu t'es conduit comme un idiot? Tu le reconnais toi-même. On t'a passé les menottes, emprisonné, affamé, poursuivi, fait craindre pour ta vie, insulté, on s'est moqué de toi, tu as été ignominieusement jeté à l'eau, et par une femme encore. Quel amusement y a-t-il à cela? Qu'est-ce que ça a de drôle? Et tout cela parce que tu te crois obligé d'aller voler une automobile. Tu sais que tu n'as jamais eu que des ennuis depuis le jour où tu en as regardé une pour la première fois. Mais si tu dois être complètement perdu dès que tu es en face d'un de ces véhicules, cela se produit généralement 5 minutes après ton départ, pourquoi en voler? Estropie-toi si ça t'amuse, fais banqueroute pour changer si c'est ton idée, mais pourquoi choisir l'état de condamné? Quand vas-tu enfin te montrer raisonnable, penser à tes amis, essayer de leur faire honneur? Crois-tu que ça me fasse plaisir, par exemple, d'entendre dire par des animaux sur mon passage que je suis le gars qui fréquente du gibier de potence?
Ce qu'il y avait de consolant dans le caractère de Crapaud, c'était qu'il avait excellent cœur et ne prenait jamais mal d'être sermonné par ceux qu'il considérait comme de vrais amis. Même lorsqu'il s'entêtait et plus, il était encore capable de voir l'autre aspect de la question. Mais aussi, tandis que Rat lui parlait avec ce sérieux, il ne cessait de se révolter en lui-même et de se dire « Et pourtant, c'était bien amusant, joliment amusant », et de faire en lui-même des bruits étranges qui l'étouffaient de son mieux. Kick ou poup, ainsi que d'autres faisant penser à des reniflements étouffés, ou à celui qu'on fait en débouchant une bouteille de soda. Cependant, lorsque Rat eut terminé, il poussa un profond soupir et déclara, gentiment et humblement, « Tu as tout à fait raison, Raton. Tu es toujours dans le vrai. C'est exact. J'ai agi comme un vieil idiot prétentieux. Je le comprends très bien. Mais maintenant, je vais me conduire comme un bon crapaud. Je ne le ferai plus. En ce qui me concerne, les automobiles, je ne suis plus aussi emballé depuis mon dernier plongeon dans ta rivière. Le fait est que, lorsque j'étais suspendu au bord de ton trou à reprendre souffle, j'ai eu une idée subite, une idée merveilleuse, qui a un rapport avec les canaux automobiles. Allons, allons, ne t'emballe pas, mon vieux, ne tape pas du poing, ne renverse pas les objets. C'était seulement une idée. C'est bon, je n'en parlerai plus. Nous allons prendre notre café, fumer un peu et bavarder tranquillement jusqu'au moment où je m'en irai en me promenant jusqu'au manoir Crapaud, mettre des habits à moi, reprendre mes vieilles habitudes. J'en ai assez des aventures. Je vais mener une vie calme, régulière, respectable. Je trottinerai dans ma propriété. Je l'améliorerai. Je ferai un peu de jardinage décoratif à mes heures. Il y aura toujours un petit quelque chose pour dîner quand mes amis viendront me voir. J'aurai un tonneau avec un poney pour vagabonder dans la campagne, comme au bon vieux temps, avant que je ne commence à m'agiter et à vouloir faire des choses. Aller en te promenant jusqu'au manoir Crapaud, s'écria Rat dans un grand état d'excitation. De quoi parles-tu? Tu veux dire que tu n'as entendu parler de rien? Entendu parler de quoi? Dit Crapaud en commençant à pâlir. Vas-y, Raton, vite, ne m'épargne rien. De quoi aurais-je dû entendre parler? Tu essayes de prétendre, hurla Rat en frappant la table de son petit poing, que tu n'as rien entendu dire au sujet des hermines et des belettes? Quoi? Les bêtes sauvages des bois, s'écria Crapaud, tremblant de tous ses membres. Non, pas un mot. Qu'est-ce qu'elles ont fait? Et tu n'as pas entendu dire non plus que ces animaux avaient été s'emparer du manoir Crapaud? Crapaud appuya les coudes sur la table et posa le menton sur ses pattes. Une grosse larme ruisselait de chacun de ses yeux et vint s'écraser sur la table en faisant plouf. Continue, Raton, murmura-t-il alors. Dis-moi tout. J'ai entendu le pire. Je suis redevenu un animal, je peux le supporter. Lorsque tu t'es trouvé dans ces ennuis, dira avec une lenteur solennelle, je veux dire, quand tu as pour un temps disparu du monde, à la suite de certains malentendus concernant une machine, tu vois ce que je veux dire. Crapaud se contenta d'approuver d'un signe de tête. Naturellement, on en a beaucoup parlé par ici, non seulement sur les bords de la rivière, mais jusque dans le bois sauvage. Les animaux ont pris parti, comme cela arrive toujours. Les riverains se sont rangés de ton côté. On dit que tu avais été traité d'une manière infâme, qu'il n'y avait plus de justice dans ce pays. Mais les animaux du bois sauvage ont dit des méchancetés. Ils ont prétendu que tu n'avais que ce que tu méritais, qu'il était temps de mettre fin à ce genre de choses. Ils ont eu le toupet d'aller dire que c'en était fini de toi cette fois-ci, que tu ne reviendrais jamais, jamais. Crapaud hocha la tête en silence. Voilà le genre de ces petites bêtes, poursuivit Rat. Mais Taupe et Blaireau ont soutenu contre vents et marées que tu serais bientôt revenu, d'une façon ou d'une autre. Ils ne savaient pas exactement de quelle façon, mais tu reviendrais. Crapaud se redressa sur sa chaise et sourit avec affectation. Ils ont fait valoir des arguments d'ordre historique, continua Rat. Ils ont dit que les lois criminelles, c'est bien connu, n'ont jamais prévalu contre des gens qui ont ton aplomb et ton bagout,
avec en outre une bourse bien garnie. Ils ont trouvé moyen d'apporter leurs affaires au manoir Crapaud, d'y coucher, de l'aérer, de le tenir prêt pour ton retour. Bien entendu, ils ne pouvaient deviner ce qui allait se passer. Toutefois, ils avaient des soupçons à l'égard des animaux du bois sauvage. J'en arrive maintenant à la partie la plus pénible et la plus tragique de mon récit. Par une nuit sans lune, il faisait vraiment très noir. Le vent soufflait violemment, il pleuvait des cordes. Une bande de belettes armées jusqu'aux dents remontèrent silencieusement l'allée et parvinrent à la porte principale. En même temps, un détachement de furets prêt à tout, traversant le potager, s'emparait de la cour de derrière et des dépendances. Tandis qu'une compagnie d'hermines, que rien n'arrête, déployée en tirailleurs, occupait la serre et le billard, et tenait d'autre part les porte-fenêtres donnant sur la pelouse. Taupe et Blaireau étaient assis près du feu dans le fumoir. Ils se racontaient des histoires, et ne se doutaient de rien, car ce n'était pas une nuit à être dehors pour aucun animal. Lorsque ces canailles assoiffés de sang ont enfoncé les portes et se sont rués sur eux de tous les côtés à la fois. Ils se sont battus de leur mieux, mais à quoi bon? Ils étaient sans armes, pris par surprise. Que peuvent faire deux animaux contre des centaines d'assaillants? Ceux-ci ont saisi et roué de coups de bâton ces deux pauvres créatures fidèles, les ont mises dehors dans le froid et l'humidité avec bien des réflexions blessantes et injustifiées. Ici, l'insensible Crapaud se sentit pris de l'envie de rire, mais se ressaisit et s'efforça de conserver un air particulièrement solennel. Et depuis, les hôtes du bois sauvage ont habité le manoir Crapaud, poursuivit Rat, et continuent tant bien que mal. Ils restent couchés la moitié de la journée, prennent le petit déjeuner à n'importe quelle heure, et il y a dans la maison un tel gâchis, d'après ce qu'on m'a dit, qu'il vaut mieux ne pas voir ça. Ils mangent tes provisions, ils vident ta cave, ils font de mauvaises plaisanteries sur ton compte, ils chantent des chansons grossières sur, les prisons, les magistrats, les policiers, d'horribles chansons contenant des allusions personnelles et dépourvues de tout humour. Ils disent aux commerçants et à tout le monde qu'ils sont venus là pour y rester définitivement. « Ils ont fait ça !» dit Crapaud en se levant et en saisissant une canne. « Je veux voir cela au plus tôt. »« Il ne faut pas, Crapaud !» dit Rat en essayant de lui faire rebrousser chemin. « Tu ferais mieux de revenir t'asseoir. Tu vas au-devant de nouveaux ennuis. » Mais Crapaud était parti et il n'y avait plus moyen de le retenir. Il allait très vite sur la route, la canne sur l'épaule, fumant de colère, maugréant en lui-même. Quand il arriva devant la grille de son château, il vit surgir de derrière la clôture un long furet jaune armé d'un fusil. « Qui va là ?» demanda le furet d'un ton sec. « Qu'est-ce que c'est que cette idiotie ?» dit Crapaud très en colère. « Quel sens ça a-t-il de me parler comme cela à moi? Sortez de là sur le champ, ou bien... » Le furet ne dit pas un mot, mais il épaula son arme. Prudemment, Crapaud se mit à plat ventre sur la route. Et pan! Une balle siffla au-dessus de sa tête. Stupéfait, Crapaud se remit sur ses pieds et rebroussa chemin en prenant ses jambes à son cou. Il entendit le furet s'esclaffer et d'horribles petits rires aigus se joindre aux siens. Il revint très découragé, tout raconter à Radeau. « Qu'est-ce que je t'avais dit ?» répondit celui-ci. « Ça ne sert à rien. Ils ont posté des sentinelles, ils sont tous armés. Tu dois attendre, tout simplement. » Cependant, Crapaud n'était pas enclin à abandonner aussi vite. Il alla prendre le bateau et remonta la rivière jusqu'au point où le jardin du manoir Crapaud arrive au bord de l'eau. Une fois là, en vue de sa vieille maison, il se reposa sur ses avirons et passa avec précaution le terrain en revue. Tout semblait paisible, désert et tranquille. Il pouvait voir dans son ensemble la façade du manoir Crapaud, illuminée par le soleil de la fin d'après-midi. Les pigeons étaient perchés par deux ou trois sur le faîte du toit. Le jardin était un brasier de fleurs flamboyantes. La crique qui conduisait à la remise à bateau, le petit pont de bois qui la traversait, tout était tranquille, inhabité, attendant apparemment son retour. Il fallait essayer d'abord la remise à bateau, se dit-il. Il rama avec beaucoup de précaution jusqu'à l'embouchure de la crique,
et était juste en train de passer sous le pont quand... Patatras! Une grosse pierre lâchée d'en haut vint traverser le fond de son bateau, qui s'emplit d'eau et coula rapidement. Crapaud se retrouva dans l'eau profonde, en train de se débattre. Il leva les yeux et vit 2 hermines penchées sur le parapet et le regardant faire, avec de grandes démonstrations de joie. « La prochaine fois, tu la prendras sur la tête, petit crapaud !» lui crièrent-elles. Indigné, Crapaud nagea jusqu'au rivage, tandis que les 2 hermines riaient en se rattrapant l'une à l'autre pour ne pas tomber, riaient encore au point d'en avoir presque 2 crises de convulsion, c'est-à-dire une crise chacune, bien entendu. Crapaud refit à pied, péniblement, le chemin parcouru à l'allée, et rendu compte une fois de plus au radeau de sa décevante expérience. « Alors, qu'est-ce que je t'avais dit ?» répondit Rat, furieux. « Et maintenant, écoute, vois un peu. Tu as perdu mon bateau, que j'aimais tant. Voilà ce que tu as fait. Tu as gâché le joli costume que je t'avais prêté. Vraiment, Crapaud, tu es le plus insupportable des animaux. Je me demande comment tu t'arranges pour avoir encore des amis. » Crapaud comprit sur le champ à quel point il avait agi de travers, d'une manière insensée. Il reconnut ses erreurs, son manque de cervelle, et fit de plates excuses à Rat pour lui avoir perdu son bateau et abîmé ses vêtements. Il conclut en disant, avec cette façon de reconnaître ses torts franchement qui désarmait l'esprit critique de ses amis et les ramenait de son côté. « Raton, je vois que j'ai été un crapaud obstiné et trop volontaire. À partir de maintenant, crois-moi, je serai humble et soumis. Je n'entreprendrai rien avant que tu aies eu la bonté de me donner ton avis et de m'approuver. » « S'il en est vraiment ainsi, dit le brave Rat, déjà calmé, mon avis est que, en raison de l'heure tardive, tu dois t'asseoir et dîner. Ce sera servi dans 1 minute. Et d'être ensuite très patient. Je suis convaincu en effet que nous ne pouvons rien faire tant que nous n'aurons pas vu Taupe et Blaireau, appris les dernières nouvelles, tenu conférence et sollicité leur avis pour résoudre cette affaire difficile. « Ah oui, c'est vrai, Taupe et Blaireau, » dit Crapaud sur un ton léger. « Que deviennent-ils, ces chers garçons ? Je les avais complètement oubliés. »« Comment peux-tu demander une chose pareille ?» dit Rat sur un ton de reproche. « Pendant que tu sillonnais la région dans des automobiles coûteuses, que tu caracolais fièrement sur des pur-sang, que tu prenais le petit déjeuner comme un coq en pâte, par tous les temps ces 2 pauvres animaux dévoués campaient à la belle étoile pour surveiller ta maison. Ils patrouillaient autour des limites de ta propriété, gardaient constamment un œil sur les belettes et les hermines, tiraient des plans, échafaudaient des combinaisons pour essayer de te remettre en possession de ton bien. Tu ne mérites pas d'avoir des amis aussi fidèles et aussi loyaux. Non, vraiment pas, Crapaud. Un jour, mais alors il sera trop tard, tu regretteras de ne pas les avoir estimés à leur juste valeur. « Je suis une bête ingrate, je le sais, » dit Crapaud en sanglotant, puis en versant des larmes amères. « Laisse-moi que j'aille les chercher, dans la nuit sombre et glaciale, que je partage leur dure existence, que j'essaye de leur prouver... » « Attends un peu. Je suis sûr d'avoir entendu le tintement d'assiettes sur un plateau. Le dîner est enfin là. Hurrah! Viens vite, raton !» Rat se rappelait que le pauvre Crapaud avait été longtemps soumis au régime de la prison, et il avait donc bien fait les choses. Il le suivit à table, et en bon hôte qu'il était, l'encouragea dans ses efforts méritoires pour essayer de se remettre de ses privations passées. Ils avaient à peine fini leur repas et repris leur fauteuil qu'on entendit frapper vigoureusement à la porte. Crapaud était nerveux, mais Rat, en lui adressant un mystérieux signe de tête, alla droit à la porte, l'ouvrit. Monsieur Blaireau fit son entrée. Il avait toute l'apparence de quelqu'un qui, depuis plusieurs nuits, s'est trouvé éloigné de chez lui, de son confort et de ses commodités. Ses souliers étaient couverts de boue, il était hirsute et mal peigné, mais il n'avait jamais été très élégant, Blaireau, même dans les conditions les plus favorables. Il alla solennellement serrer la patte de Crapaud et lui dit « Sois le bienvenu à la maison, Crapaud. » Hélas, qu'est-ce que je suis en train de dire? À la maison. En vérité, c'est un triste retour à la maison. Infortuné Crapaud. Puis il lui tourna le dos, s'assit à table, approcha sa chaise et se servit une copieuse tranche de pâté.
Crapaud était tout à fait alarmé par cette façon trop sérieuse de lui souhaiter la bienvenue. Elle lui paraissait de mauvais augure. Mais Rat lui dit à l'oreille « Ne t'inquiète pas, ne fais pas attention. » Et ne lui dit encore rien. Il a toujours le moral assez bas quand il a besoin de se restaurer. Dans une demi-heure, ce sera un tout autre animal. Ils attendirent donc en silence. Au bout d'un instant, on entendit à nouveau frapper à la porte, moins fort cette fois. Rat, en faisant un signe de tête à Crapaud, alla à la porte et introduisit Taupe, crasseux et mal lavé, avec des brins de paille et de foin collés à sa fourrure. « Ouah! Voici ce vieux Crapaud !» s'écria Taupe, le visage illuminé. « Ça fait drôle de te revoir !» Et il se mit à danser autour de son ami. « On n'aurait jamais espéré que tu reviendrais si vite. Alors, tu as trouvé moyen de t'échapper, toi, l'intelligent, le malin, l'ingénieux Crapaud. » Inquiet, Rat lui poussa le coude, mais il était trop tard. Crapaud était déjà en train de se gonfler, de se rengorger. « Intelligent ? Oh non, je ne suis pas vraiment intelligent au dire de mes amis. J'ai simplement forcé les portes de la mieux défendue des prisons d'Angleterre, c'est tout. Capturé un train pour m'échapper, rien de plus. Je me suis déguisé. J'ai parcouru le pays en bluffant tout le monde, pas davantage. Oh non, je ne suis qu'un âne stupide. Je te raconterai une ou deux de mes petites aventures, Taupe, et tu jugeras par toi-même. Bon, dit Taupe en se dirigeant vers la table du dîner. Si tu parlais pendant que je mange. Rien pris depuis le petit déjeuner. Oh mon Dieu, mon Dieu. Il s'assit et se servit généreusement de bœuf froid et de cornichons. Crapaud se campa sur le tapis de foyer, mit une patte dans la poche de son pantalon et en sortit une poignée de pièces d'argent. « Regarde ça » s'écria-t-il en les étalant. « Ce n'est pas trop mal pour quelques minutes de travail, n'est-ce pas? Et comment crois-tu que j'ai gagné cet argent, Taupe? Dans le commerce des chevaux. Voilà comment je l'ai gagné. »« Continue, Crapaud, » dit Taupe, vivement intéressé. « Crapaud, si tu te tenais tranquille, veux-tu » dit Rat. « Et ne l'excite pas, Taupe. Tu sais comment il est. Mais s'il te plaît, dis-nous le plus vite possible quelle est la situation, ce qu'il y a de mieux à faire maintenant que Crapaud a fini par rentrer. »« La situation est probablement aussi mauvaise qu'elle peut être, » répondit Taupe d'un air bougon. « Quant à dire ce qu'il faut faire, je serais heureux de le savoir. Blaireau et moi, nous avons tourné nuit et jour autour de la propriété. Toujours la même chose. Des sentinelles partout. Des fusils braqués, des pierres qu'on vous jette, en permanence un animal sur le qui-vive. Et quand il vous voit, mon Dieu, comme il rit. C'est ce qui m'ennuie le plus. » « C'est une situation très difficile, » dit Rat, plongé dans ses réflexions. « Mais je commence à voir maintenant, tout au fond de moi-même, ce que Crapaud doit réellement faire. Je vais vous le dire. Il faut... »« Non, il ne faut pas !» s'écria Taupe, la bouche pleine. « Rien de ce genre-là, vous n'y comprenez rien. Ce qu'il doit faire, ce qu'il doit... »« De toute façon, je ne le ferai pas !» s'écria Crapaud, qui se montait. « Je ne vais pas me mettre à recevoir des ordres de vous, les gars. C'est de ma maison que nous sommes en train de parler, et je sais exactement ce qu'il faut faire. Et je vais vous le dire, je vais... » Dès cet instant, ils étaient tous à parler ensemble, en hurlant. Ils faisaient un bruit assourdissant. Alors se fit entendre une petite voix grêle et sèche. « Taisez-vous donc, immédiatement !» Tout le monde se tut sur le champ. C'était Blaireau, qui, ayant fini son pâté, avait fait pivoter sa chaise et les regardait d'un œil sévère. Quand il vit qu'ils étaient devenus attentifs et qu'ils attendaient ce qu'il avait à leur dire, il se tourna vers la table et s'empara du fromage. Le respect qu'inspiraient les qualités solides de cet animal admirable était tel qu'aucune parole ne fut prononcée tant qu'il n'eut pas complètement terminé son repas et fait tomber les miettes qu'il avait sur les genoux. Crapaud s'agitait beaucoup, mais Rat le faisait tenir tranquille. Quand Blaireau eut terminé, il se leva et alla s'installer debout devant le foyer en prenant un air profondément réfléchi. Il finit par prendre la parole. « Crapaud !» dit-il sévèrement. « Vilain, exaspérant petit animal. Tu n'as pas honte ?
Qu'aurait dit ton père, mon vieil ami, s'il avait été là ce soir, en apprenant tout ce que tu as fait? Le sais-tu? Crapaud, qui se trouvait jusque-là sur le sofa, les jambes pendantes, se roula dessus en se cachant le visage, secoué de sanglots de contrition. « Allons, allons, poursuivit Blaireau sur un ton moins sévère. N'y pensons plus. Arrête-toi de pleurer. Nous considérons que ce qui est fait, et nous essaierons de tourner la page. Mais ce que dit Taupe est tout à fait vrai. Les hermines montent la garde partout, et elles sont les meilleures sentinelles du monde. Il est parfaitement inutile de songer à attaquer la place. Ils sont trop forts pour nous. Alors, tout est perdu, dit Crapaud, la tête enfouie dans les coussins du sofa, secoué de sanglots. Je vais m'engager dans l'armée, et je ne reverrai plus jamais mon cher manoir Crapaud. Allons, remets-toi, Crapaud, dit Blaireau. Il y a d'autres moyens de reprendre une position que de l'attaquer de front. Je n'ai pas dit mon dernier mot. Je vais maintenant vous dire un grand secret. Crapaud se remit lentement sur son séant et s'essuya les yeux. Les secrets avaient pour lui un grand attrait, parce qu'il ne pouvait jamais en garder un. Il aimait cette sorte de frisson que lui faisait éprouver sa mauvaise conscience quand il allait raconter ce secret à un autre animal, après avoir loyalement promis de n'en rien faire. Il y a un passage souterrain, dit solennellement Blaireau, qui conduit de la berge, très près d'ici, jusqu'au centre du manoir Crapaud. Stupidité, Blaireau, dit Crapaud très dégagé. Tu as été prêter l'oreille à quelques raconteurs de café. Je connais le manoir Crapaud centimètre par centimètre carré, du dedans et du dehors. Il n'y a rien qui ressemble à cela, je peux te le garantir. Mon jeune ami, dit Blaireau avec beaucoup de sévérité, ton père, qui était un animal de grand mérite, d'infiniment plus de mérite que beaucoup d'autres que je connais, était mon intime. Il m'a dit énormément de choses qu'il n'aurait jamais songé à te dire à toi. Il a découvert, car bien entendu ce n'est pas lui qui l'a fait, ce passage qui remonte à des centaines d'années avant qu'il ne vienne s'installer ici. Il l'a réparé, nettoyé, pensant pouvoir l'utiliser un jour en cas d'ennui ou de danger. Il me l'a montré. N'en parle pas à mon fils, m'a-t-il dit. C'est un bon garçon, mais il est léger et volage. Il ne sait pas tenir sa langue. S'il se trouve vraiment en difficulté, et si un jour cela peut lui rendre service, tu pourras lui parler de ce tunnel secret, mais pas avant. Les autres animaux scrutèrent Crapaud pour voir comment il allait prendre cela. Il eut d'abord tendance à bouder, mais son visage ne tarda pas à s'éclairer, car c'était un bon garçon. « Bon, dit-il, je suis peut-être un peu bavard, un garçon populaire comme moi. Je suis entouré d'amis. Nous parlons, nous voulons briller, nous racontons des histoires drôles. Ma langue se met à jaser, en quelque sorte. J'ai le don de la conversion. On m'a dit que je devrais avoir un salon. C'est comme ça qu'on dit. N'y pensons plus. Continue, Blaireau. Comment ce souterrain va-t-il pouvoir nous aider? J'ai découvert récemment une ou deux choses, poursuivit Blaireau. J'ai fait se déguiser l'outre en ramoneur, et il a été se présenter à la porte de service avec ses brosses sur l'épaule en demandant s'il y avait du travail. Il doit y avoir demain soir un grand banquet. C'est l'anniversaire de quelqu'un, le chef des belettes, je pense. Toutes les belettes seront rassemblées dans la salle à manger, à boire, à manger, à rire, à s'amuser sans se méfier de rien. Pas de fusil, pas d'épée, ni de canne, ni d'armes d'aucune sorte. Mais il y aura des sentinelles, comme d'habitude, fit remarquer Rat. Parfaitement, dit Blaireau. Là est mon idée. Les belettes s'en remettront entièrement à leurs excellentes sentinelles. C'est ici que le souterrain joue son rôle. Il mène exactement au-dessous de l'office, la pièce contiguë de la salle à manger. Ah, cette planche qui craque dans l'office, dit Crapaud. Maintenant je comprends. Nous nous glisserons tranquillement dans l'office, s'écria Taupe. Avec nos pistolets, nos épées et nos cannes, hurla Rat. Et nous nous jetterons sur eux, dit Blaireau. Et nous les rosserons, les rosserons, les rosserons, s'écria Crapaud au comble de l'extase, courant tout autour de la pièce, sautant par-dessus les chaises.
Très bien alors, dit Blaireau, revenant à son parler naturel. Notre plan est établi. Il n'y a plus à discuter ni à chicaner là-dessus. Maintenant, comme il se fait très tard, vous allez tous aller vous coucher, à l'instant même. Nous prendrons les arrangements nécessaires au cours de la matinée de demain. Bien entendu, Crapaud s'en alla au lit sagement, comme les autres. Il savait qu'il valait mieux obéir. Mais il se sentait beaucoup trop énervé pour dormir. Cependant, il avait parcouru un long chemin, jalonné de toutes sortes d'incidents. Des draps et des couvertures lui parurent des choses bien agréables et réconfortantes, après la paille parcimonieusement répandue sur le sol de pierre d'une cellule pleine de courants d'air. Il y avait à peine quelques secondes qu'il avait la tête sur l'oreiller qu'il ronflait déjà avec bonheur. Naturellement, il rêva beaucoup. De routes qui se dérobaient au moment où il voulait les emprunter. De canots qui le poursuivaient et le capturaient. D'une péniche qui faisait son entrée dans la salle du banquet, chargée de son linge de la semaine, juste au moment où il donnait un grand dîner. Il était seul dans le passage secret. Il allait de l'avant, mais le passage s'enroulait, tournait sur lui-même, s'agitait, se révélait à son extrémité. Cependant, il ne savait comment, il finissait par se retrouver au manoir Crapaud, sain et sauf, triomphant, tous ses amis rassemblés autour de lui, l'assurant avec le plus grand sérieux qu'il était vraiment un intelligent crapaud. Le lendemain matin, il dormit tard. Quand il descendit, il s'aperçut que les autres animaux avaient fini de déjeuner depuis quelque temps déjà. Taupe était parti tout seul, sans dire où il allait. Blaireau était assis dans le fauteuil, en train de lire le journal, mais ne se mêlant absolument pas de ce qui devait se passer le soir même. D'autre part, Rat courait autour de la pièce d'un air affairé, les bras chargés d'armes de toutes sortes, en faisant 4 petits tas sur le plancher, et en disant à mi-voix, très énervé, sans cesser de courir. Ça c'est une épée pour Rat, ça c'est une épée pour Taupe, ça c'est une épée pour Crapaud, ça c'est une épée pour Blaireau, ça c'est un pistolet pour Rat, ça c'est un pistolet pour Taupe, ça c'est un pistolet pour Crapaud, ça c'est un pistolet pour Blaireau, et ainsi de suite, suivant un rythme régulier, et à mesure que les 4 petits tas s'élevaient de plus en plus. Tout cela est très bien, dit alors Blaireau, en regardant par-dessus son journal, ce petit animal si affairé. Je ne te blâme pas. Mais que nous passions seulement la ligne des sentinelles hermines, avec leurs affreux fusils, et je te jure que nous n'aurons plus besoin d'épée ni de pistolet. À nous 4, avec nos cannes, une fois à l'intérieur de la salle à manger, eh bien, nous débarrasserons le plancher de toute la bande en 5 minutes. J'aurais bien fait cela tout seul, mais je ne veux pas priver mes amis de leur part d'amusement. Autant prendre ses précautions, dit Rat d'un air réfléchi, tout en astiquant un canon de pistolet sur sa manche et en le regardant de côté. Crapaud, qui avait fini de déjeuner, s'empara d'un gourdin et le fit tournoyer avec vigueur, comme s'il avait voulu rosser des animaux imaginaires. « Je leur apprendrai à voler ma maison !» s'écriait-il. « Je leur apprendrai !» Puis Taupe revint dans la pièce en faisant des cabrioles, visiblement très satisfait de lui-même. « Comme je me suis amusé, dit-il sans attendre, je me suis payé la tête des hermines. »« J'espère que tu as fait bien attention, » dit Rat, inquiet. « Je l'espère aussi, dit Taupe avec confiance. J'ai eu cette idée en entrant dans la cuisine pour veiller à ce qu'on garde au chaud le déjeuner de Crapaud. J'ai trouvé cette vieille défroque de blanchisseuse qu'il portait en arrivant ici hier et qu'on avait mise à sécher devant le feu. Je l'ai mise ainsi que le bonnet et le châle, et me voilà parti pour le manoir Crapaud, assez hardiment, vous voudrez bien le reconnaître. Les sentinelles étaient naturellement de garde avec leurs fusils, leurs « qui va là » et autres imbécilités. « Bonjour, messieurs » ai-je dit très respectueusement. « Vous n'avez rien à faire laver aujourd'hui ?» Ils m'ont regardé d'un air fier, et rigide et arrogant, et ils m'ont dit « Allez-vous-en, blanchisseuse, nous ne faisons rien laver quand nous sommes de service. » Et à un autre moment, ai-je demandé « Hi hi hi, n'est-ce pas que c'est drôle, Crapaud ?» « Pauvre animal frivole, » dit Crapaud d'un air hautain. En réalité, il était extrêmement jaloux de Taupe pour son initiative. C'était exactement ce qu'il aurait aimé faire lui-même, s'il y avait pensé le premier et n'avait pas dormi si tard.
Quelques-unes des hermines en sont devenues écarlates, continua Taupe. Le sergent de garde m'a dit d'un ton cassant. Maintenant, ma bonne femme, sauvez-vous. Ne faites pas comme ça paresser et bavarder mes hommes quand ils sont de faction. Me sauver, ai-je dit. Lorsque quelqu'un devra se sauver, et ça dans pas longtemps d'ici, en tout cas, ce ne sera pas moi. Oh, Taupe, comment as-tu pu? Dit Rat décontenancé. Blaireau laissa tomber son journal. Je les ai vus tendre l'oreille et se regarder entre eux, continua Taupe. Le sergent leur a dit « Ne vous occupez pas d'elle, elle ne sait pas de quoi elle parle. » Ah, je ne sais pas, ai-je dit. Eh bien, permettez-moi de vous dire ceci. Ma fille, elle lave le linge de monsieur Blaireau. Ça vous montrera si je sais de quoi je parle. Et vous allez le savoir dans pas longtemps, vous aussi. 100 blaireaux assoiffés de sang, armés de fusils, vont attaquer le manoir Crapaud cette nuit même, en passant par l'enclos. 6 bateaux chargés de rats, avec des coutelas et des pistolets, vont remonter la rivière et débarquer dans le jardin. Pendant ce temps, le corps d'élite des crapauds, connu sous le nom des Trompe-la-Mort ou des Vaincre ou Mourir, déferleront dans le verger en renversant tout sur leur passage et en criant vengeance. Il n'en restera pas beaucoup d'entre vous qui auront du linge à faire laver quand ils en auront terminé, à moins que vous ne décampiez pendant qu'il en est encore temps. Alors je me suis sauvé, et quand je me suis trouvé hors de vue, je me suis caché. Je suis revenu en rampant dans la rigole, et j'ai jeté un coup d'œil sur eux à travers la haie. Ils étaient tous nerveux et agités, comme on ne peut pas être. Ils couraient de tous les côtés à la fois, trébuchaient les uns sur les autres. Tout le monde donnait les ordres à tout le monde et personne ne les écoutait. Le sergent envoyait sans cesse des détachements d'hermines sur des points éloignés, puis envoyait d'autres types pour les faire revenir. Je les ai entendus dire entre eux « C'est comme ces belettes. Elles vont s'installer confortablement dans la salle du banquet. Elles festoieront et porteront des toasts, chanteront et s'amuseront de toutes sortes de façons, pendant que nous devrons monter la garde dans le froid et l'obscurité pour finalement être taillés en pièces par les blaireaux assoiffés de sang. » « Ah, quel idiot tu fais, Taupe !» s'écria Crapaud. « Tu as été tout gâché. »« Taupe, » dit Blaireau de sa voix sèche et calme, « j'ai l'impression que tu as plus de bon sens dans ton petit doigt que certains autres animaux n'en ont dans tout leur gros corps. Tu as merveilleusement manœuvré, et je commence à fonder de grands espoirs sur toi. Brave Taupe, intelligent Taupe. » Crapaud était tout simplement fou de jalousie, plus particulièrement parce qu'il n'aurait pas pu dire, au prix de sa vie, ce que Taupe avait fait de si intelligent. Mais par bonheur pour lui, il n'avait pas encore eu le temps de faire montre de mauvaise humeur ou de s'exposer au sarcasme de Blaireau quand la cloche du déjeuner retentit. C'était un repas simple mais substantiel, des grosses fèves au lard et du pudding de macaroni. Quand ils eurent terminé, Blaireau s'installa dans un fauteuil et dit « Bon, notre travail de ce soir est préparé et il sera probablement assez tard quand nous en aurons terminé. Si bien que je vais seulement, pendant que je le peux, piquer un petit roupillon. » Il se couvrit la figure d'un mouchoir et ne tarda pas à ronfler. Rat, laborieux et anxieux, reprit immédiatement ses préparatifs et se remit à courir d'un de ses 4 petits tas à l'autre en marmonnant. « Ça c'est un ceinturon pour Rat, ça c'est un ceinturon pour Taupe. Ça, c'est un ceinturon pour Crapaud. Ça, c'est un ceinturon pour Blaireau. » Et ainsi de suite, chaque fois qu'il sortait un nouvel accessoire. On aurait pu croire que cela ne finirait jamais. Aussi Taupe passa-t-il le bras sous celui de Crapaud et l'entraîna-t-il au grand air. Il l'installa dans un fauteuil d'osier et lui fit raconter ses aventures du commencement à la fin, ce que Crapaud n'avait que trop envie de faire. Taupe savait écouter, et Crapaud, sans personne pour contrôler ses déclarations ou le critiquer d'une façon plus ou moins amicale, pouvait se laisser aller. À dire vrai, une grande partie de son récit appartenait plutôt à la catégorie de « ce qui aurait pu arriver si seulement j'y avais pensé à temps et non pas 10 minutes plus tard ». Ce sont toujours là les histoires les meilleures et les plus savoureuses. Pourquoi ne seraient-elles pas vraiment nos aventures, au même titre que certaines autres quelque peu incongrues qui arrivent réellement ?